Bonjour, je viens vous présenter le cours sur l'immunité. Pour cette première partie, je vous propose de développer ce qu'est l'immunité innée. Petit rappel, l'immunité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'organisme à se défendre contre toute agression extérieure pour que celui-ci puisse rester en bonne santé. C'est-à-dire que notre organisme est capable de faire la différence entre le soi et le non-soi pour pouvoir éliminer tout ce qui est du non-soi. Donc ce sont des mécanismes qui sont assez complexes, mais qui permettent par exemple d'éliminer des agents infectieux comme des bactéries, des virus, des parasites, ou même encore qui permet d'éliminer des cellules étrangères qui ont muté, qu'on appelle des cellules tumorales. Donc il y a deux mécanismes qui se mettent en place dans l'immunité. Le premier mécanisme, c'est l'immunité innée. L'immunité innée qui est dite naturelle, qui est une réponse immédiate lors d'une infection, lors d'une agression. Et l'immunité adaptative, qui est une réponse de l'organisme qui est spécifique à un agent pathogène donné et qui est une immunité qui est plutôt tardive et durable dans le temps. Alors ici, pour ce cours, je vous propose de développer dans cette première partie l'immunité innée. L'immunité innée, comme son nom l'indique, c'est celle que tout individu a dès qu'il naît. C'est-à-dire que ce sont tous les mécanismes qui sont en place naturellement chez l'être humain depuis sa naissance et qui lui permettent de se défendre contre les agressions extérieures. Cette immunité innée, elle a trois caractéristiques qui sont les suivantes. C'est une immunité qui est rapide, c'est-à-dire qu'elle est active immédiatement en cas d'agression par un agent infectieux. Deuxièmement, c'est une immunité qui est non spécifique, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des antigènes des agents infectieux. Donc que vous ayez affaire à une bactérie, à un virus, à un protozoaire ou même à un parasite comme un tic, un pou, la réponse immunitaire sera du même ordre. Elle est non spécifique. Et enfin, cette immunité n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'elle va provoquer une réponse qui sera comparable à chaque exposition avec un même agent infectieux. La réponse sera toujours la même. Donc on retient que l'immunité innée, elle est rapide, non spécifique et elle n'a pas de mémoire. Cette immunité innée est caractérisée par deux choses que nous allons voir maintenant. Elle peut se faire grâce à deux caractéristiques bien spécifiques chez l'être humain. Donc elle contient, comme je disais, deux lignes de défense. Une ligne de défense externe et une ligne de défense interne. Et je vous propose, dans cette première partie, de voir un peu cette ligne de défense externe. Donc, qui dit externe concerne tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est visible chez l'être humain. Et donc, qui va empêcher la pénétration des agents infectieux dans l'organisme. Cette immunité externe, elle est constituée, vous l'aurez compris, par la peau qui est couverte de poils, et par les muqueuses, mais aussi par toutes les sécrétions comme le mucus, la salive, les larmes, le suc gastrique, etc. que nous allons détailler maintenant. Immunité externe. Donc ici, vous avez une belle jeune fille dont vous pouvez voir la peau. La peau, c'est cette première barrière qui va faire office d'immunité innée. Cette peau, chez un individu adulte,
de poids normal, 70 kg environ, cette peau va peser 2 à 3 kg et on aura une surface de peau qui va aller entre 1,5 et 2 mètres carrés. Donc vous imaginez un peu la surface de notre peau. Donc comme je disais précédemment, c'est la première ligne de défense de l'organisme et elle va assurer 3 types de barrières. Barrière physique, barrière chimique et barrière biologique. Barrière physique, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, sur notre peau, nous avons ce qu'on appelle une couche cornée qui va conférer une certaine imperméabilité à certaines substances, notamment à l'eau. Par exemple, quand vous vous mouillez, vous voyez bien que l'eau glisse sur votre peau, l'autre n'entre pas dans la peau. Donc, on appelle cela une barrière physique. Ensuite, vous avez une barrière chimique. Donc la peau, en fait, vous retrouvez à la surface de votre peau un certain nombre de sécrétions, notamment les sécrétions de sueur et de sébum. Cette sueur et ce sébum forment ce qu'on appelle le film hydrolipidique de surface qui va créer un environnement assez acide au niveau de votre peau. Votre peau a un pH acide et ce pH va empêcher va détruire certains micro-organismes qui vont se poser sur votre peau et qui seraient éventuellement pathogènes pour vous. Donc ça, on appelle cela une barrière chimique avec ce fameux pH acide de notre peau. Ensuite, vous avez cette barrière biologique. Cette barrière biologique, c'est simplement cette flore cutanée que nous avons naturellement, tous ces micro-organismes qui sont présents et qui vont permettre à notre peau de favoriser, d'éliminer, tous les autres micro-organismes qui sont néfastes. C'est-à-dire que cette flore va être assez dominante. Quand nous entretenons bien notre peau, nous avons une bonne hygiène, et bien cette flore cutanée va nous protéger contre les agents pathogènes. Donc la peau assure 3 types de barrières. Barrières physiques, chimiques et biologiques. Dans vos activités, page 76 de votre livre MG4 Biologie-Écologie, vous avez pu étudier la structure de la peau dans l'activité du document 1. Cette peau qui est constituée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. D'accord? Donc vous voyez bien que sur cette peau, on a la première couche, l'épiderme, qui est composée de kératinocytes et à la surface de cette peau, on a des cornéocytes, ce qui forme une certaine imperméabilité à notre peau. Et vous avez les poils qui vont jouer aussi un rôle de protection au niveau de votre corps, protection au niveau de certaines zones, notamment du nez. Les poils du nez vont retenir les poussières, vont retenir les agents pathogènes et les expulser à l'extérieur du corps. Voilà, donc vous avez une protection physique grâce aux poils également. Par exemple, vous avez une mouche qui se pose sur vous, vous n'allez pas tomber malade, simplement parce que elle est juste posée. Votre peau vous protège contre tous les micro-organismes qui peuvent être présents sur cette mouche. Donc, dans l'immunité innée, nous avions également vu, mis à part la protection de la peau, nous avions également vu certaines sécrétions. Donc, les sécrétions ont un rôle à jouer dans la protection de notre organisme, notamment les larmes. Au niveau des larmes, on va trouver par exemple le lysozyme. Le lysozyme qui est une protéine qui est mucolytique et qui va causer par exemple la destruction de la paroi de certaines bactéries et donc les empêcher de se reproduire. Ce lysozyme est aussi présent dans d'autres sécrétions du corps humain comme les sécrétions nasales, salivaires, la muqueuse respiratoire, etc.
Vous avez également d'autres agents moléculaires qui sont présents au niveau de votre salive et qui vont aussi avoir un rôle de protection contre les agents infectieux qui peuvent se trouver dans les aliments que nous consommons. Et bien sûr, vous avez tous les mucus de l'organisme, donc on parle des mucus nasales par exemple, qui vont vous protéger contre les agents infectieux. Donc tous les mucus du système respiratoire au niveau des bronches, quand vous avez un rhume, vous voyez souvent que ça remonte et vous rejetez un certain nombre de glaires. Donc toutes ces glaires en fait servent à emprisonner les potentiels agents infectieux, les potentielles poussières, pour les expulser à l'extérieur de l'organisme. Et cela, tout individu est capable de le faire dès sa naissance. C'est pour cela que l'on dit que c'est un mécanisme qui est inné. Vous avez également d'autres sécrétions comme les sécrétions gastriques au niveau de l'estomac. Ce pH acide au niveau de l'estomac va détruire un bon nombre de bactéries et de micro-organismes lors de la digestion. Bon nombre de bactéries qui ne supportent pas les pH acides. Une fois que nous avons vu ces mécanismes externes d'immunité innée, les mécanismes externes, nous allons nous attacher à cette ligne de défense qui est plutôt interne. Donc la ligne interne va concerner tout ce qui se trouve à l'intérieur de nos tissus et au niveau de notre sang. Donc on va retrouver un certain nombre d'agents qui vont permettre, lorsque la barrière externe elle est franchie, par exemple par une blessure, eh bien on a à l'intérieur de notre corps des molécules et des protéines qui vont prendre le relais pour assurer cette défense innée de l'organisme. Donc on va s'attacher à la défense interne et voir les acteurs de cette défense. Dans la réaction innée interne, nous avons un certain nombre de cellules de l'immunité qui vont entrer en jeu. Ces cellules sont les neutrophiles, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules NK pour Natural Killer et les cellules lymphoïdes innées. Ces cellules, ce sont toutes des globules blancs et elles vont être spécifiques de la réaction innée. Vous avez également plusieurs types de protéines. Les protéines comme les cytokines, les interférons et le complément. Donc, pour que ça soit mis en application et que vous compreniez vraiment comment entrent en jeu ces cellules, on va prendre un exemple typique qui est vraiment caractéristique de cette réaction immunitaire innée, la réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire, comme je disais précédemment, c'est une réaction qui est caractéristique de cette réaction immunitaire innée. C'est la première qui va rentrer en jeu. Par exemple, lorsque vous avez une infection, vous aurez de la fièvre. La fièvre est une caractéristique de la réaction inflammatoire. On va prendre l'exemple d'une écharde qui vous rentre dans la peau. Donc l'écharde qui rentre dans la peau, vous constatez quoi? Vous constatez que ça devient rouge, que ça vous fait mal, que ça gonfle et qu'il y a un peu de chaleur autour de la zone qui est lésée. Donc la réaction inflammatoire, c'est une réaction en fait de défense qui sera locale à la pénétration de l'agent pathogène dans un tissu. Cette réaction va commencer par une vasodilatation intense et cela va permettre l'accroissement de la perméabilité des différents vaisseaux sanguins pour permettre l'arrivée de cellules phagocytaires sur le lieu de l'infection. C'est une réaction qui se traduit par 4 manifestations: rougeur, chaleur, douleur et gonflement. Donc nous allons entrer plus en détail en regardant les différentes étapes
lorsque vous avez une écharde qui vous rentre dans la peau. Donc ici, vous avez une représentation d'une coupe assez schématique de la peau. Tout en haut, vous avez l'épiderme. Au niveau du derme et de l'hypoderme, vous pouvez voir des macrophages et d'autres cellules de l'immunité. Et tout en bas, on peut voir les vaisseaux sanguins qui passent. Et dans ces vaisseaux sanguins, on a nos globules rouges et les globules blancs. Et un type de globule blanc que j'ai noté ici, ce sont les monocytes. À la surface de notre peau, qu'elle soit... à la surface de notre peau, nous avons un certain nombre de bactéries qui sont bonnes, mais aussi qui sont pathogènes. Donc voilà ce qui est représenté sur ce premier schéma. Ensuite, vous avez l'écharde qui vous rentre dans la peau. Une fois que l'écharde entre, elle fait rentrer avec elle un certain nombre d'agents pathogènes comme les bactéries. Et l'entrée de ces agents pathogènes et de cette écharde va enclencher un certain nombre de réactions au niveau de la peau. On va avoir un certain nombre de sécrétions au niveau de cette peau, notamment de molécules qui vont être sécrétées. Ce sont des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules vont être sécrétées par les macrophages qui vont être alertés par la présence des agents infectieux, notamment des bactéries. Et donc, ces médiateurs chimiques de l'inflammation auront pour rôle de conduire à la vasodilatation des vaisseaux sanguins, mais également à l'activation et à l'alerte d'autres cellules immunitaires qui sont dans les parages. Donc, très schématiquement, vous avez la vasodilatation des vaisseaux sanguins qui va permettre aux monocytes qui sont présents dans le sang de passer sur le lieu de l'infection. Ces monocytes vont quitter les vaisseaux sanguins par un phénomène qu'on appelle la diapédèse et une fois qu'ils auront atteint le tissu, ils vont se transformer en macrophages. Le macrophage va avoir pour rôle de venir porter secours aux cellules immunitaires qui sont déjà sur le site de l'infection pour pouvoir détruire les agents pathogènes qui sont présents. Et cette destruction des agents pathogènes va se faire par un mécanisme que l'on appelle la phagocytose. Cette phagocytose, nous allons la détailler plus tard. Donc, nous concluons. Donc, nous retenons que la réaction inflammatoire est caractérisée par 4 manifestations: la rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement. Nous allons maintenant voir la phagocytose. Donc, la phagocytose, c'est, comme son nom l'indique, phago qui veut dire manger. Donc, c'est la digestion des agents infectieux. Donc, phagocytose, c'est une forme en fait d'endocytose, c'est-à-dire que la cellule va faire entrer à l'intérieur de son cytoplasme l'agent infectieux, va le compartimenter dans un phagosome et ensuite va le lyser, va le détruire pour enfin le libérer dans le milieu extérieur tout à fait inactivé. Donc on va voir les différentes étapes, les 4 grandes étapes de cette phagocytose. Donc la première étape de cette phagocytose, c'est l'adhésion. L'adhésion, il faut en fait que les protéines de surface de notre agent infectieux adhèrent à notre macrophage, si c'est un macrophage qui est présent, ou à notre cellule dendritique. Donc, il y aura une adhésion entre l'agent infectieux et la cellule immunitaire. La deuxième étape, c'est une étape d'ingestion, c'est-à-dire que on aura une endocytose de l'agent infectieux dans une vésicule dans le cytoplasme de la cellule. Donc, cette
endocytose va former ce qu'on appelle un phagosome et ce phagosome va venir se lier au lysosome. Le lysosome qui est une vésicule qui contient un pH très acide et qui contient à l'intérieur des molécules qui vont permettre la digestion grâce au pH acide des différents agents à éliminer. Donc ici on aura formation de ce qu'on appelle un phagolysosome qui va détruire, lyser la bactérie, le pathogène en question et le réduire sous forme de fragments. Ce sont des fragments qui sont tout à fait inoffensifs. Donc ça c'est la troisième étape de notre phagocytose. Après l'adhésion, l'égestion, on a la digestion. Une fois la digestion réalisée, on aura le rejet de ces différentes particules dans le milieu extérieur et ce rejet va être manifesté la plupart du temps quand vous voyez une plaie et vous voyez du pus. C'est un peu caractérisé par ça, si on peut le dire globalement. D'accord ? Donc ces déchets, ces débris de l'agent infectieux qui ne sont plus pathogènes. Donc cette dernière étape, c'est l'étape de rejet. Donc 4 étapes dans notre phagocytose: l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet. En conclusion, vous avez compris au travers de ce cours la mise en place de l'immunité innée. C'est une immunité qui est présente dès la petite enfance et qui est caractérisée par 2 choses. Une immunité innée qui est externe, donc qui concerne tout ce qui est à l'extérieur de notre corps, notre peau, nos poils, nos cheveux, les mucus, les muqueuses, et également une immunité interne qui va se mettre en place lorsque cette immunité externe n'est plus suffisante ou encore a été défaillante, soit par une blessure ou autre chose, et donc qui va se mettre en place grâce à un certain nombre de cellules de l'immunité qui sont spécifiques à l'immunité innée. Donc cette immunité innée, vous retenez bien qu'elle est rapide, non spécifique et il n'y a pas de mémoire. Si vous avez bien retenu les différentes notions de cette première partie du cours, je vous invite à faire ce quiz. Qu'est-ce qui caractérise la réaction innée? Sa rapidité, sa lenteur, sa spécificité, sa non-spécificité, sa mémoire immunitaire, son absence de mémoire immunitaire. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et on passe aux réponses. Donc, ce qui caractérise la réaction immunitaire innée, sa rapidité, sa non-spécificité et son absence de mémoire immunitaire. Quelles sont les 4 caractéristiques de la réaction inflammatoire? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Les caractéristiques de la réaction inflammatoire sont la rougeur, qui s'installe à cause du passage du sang au niveau du tissu, la chaleur, la douleur par l'activation des récepteurs cutanés sensibles à la douleur et le gonflement qui se caractérise par le passage du plasma dans le tissu. Et dernière question, je vous invite à placer dans l'ordre les étapes de la phagocytose, dans l'ordre des images que vous voyez ici. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc, les 4 étapes de la réaction de la phagocytose, La première étape, l'adhésion. La deuxième, l'ingestion de l'agent infectieux dans la cellule immunitaire. La troisième étape, la digestion de cet agent infectieux. Et la quatrième étape, l'éjection, le rejet
de ces débris obtenus après la digestion. C'est terminé pour ce cours, cette première partie du cours sur l'immunité. Je viendrai vers vous avec une deuxième vidéo sur l'immunité adaptative. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis bon courage. À bientôt.